Romain Dupuis, le meurtrier non coupable. Le jeune homme s'appelle Romain Dupuis. Au poste, il déconcerte tous ceux qui essayent de l'interroger. Tantôt agressif, tantôt dans un état second, il a un discours très incohérent. Il confond les policiers avec des nazis et les accuse de vouloir contrôler sa pensée. Il demande ensuite à voir un psychiatre. Sa demande est acceptée. Dans la même soirée, un professionnel est dépêché au commissariat de Pau. Son diagnostic est sans appel. Romain Dupuis fait une crise de paranoïa. Il ne peut pas être retenu dans un simple bureau. L'interrogatoire doit se terminer ici, afin de permettre son internement au plus vite. Le commissaire est assez décontenancé. Depuis que Romain est arrivé au poste, ils n'ont qu'une idée en tête, essayer de le rattacher au double meurtre. Sa culpabilité est d'autant plus flagrante pour 3 raisons. La première est qu'il est un ancien résident de l'hôpital. Le psychiatre connaît bien son dossier. Il a déjà effectué 3 séjours. La deuxième est liée aux chaussures qu'il porte. Ce sont des Reebok. Le commissaire demande à Romain sa pointure, il annonce du 41. Sa réponse n'est pas satisfaisante. On lui demande d'enlever ses chaussures, sur la semelle est inscrit le chiffre 43. C'est bien ce qu'avait deviné le commissaire. De plus, les motifs sont identiques à ceux retrouvés sur la trace de pas de la scène de crime. Et enfin, pour la dernière raison, il faut observer sa main. Elle présente une belle cicatrice, caractéristique d'une profonde coupure. Plus aucun doute possible, c'est Romain Dupuis le coupable. Pour l'heure, les policiers suivent la préconisation du médecin. Le jeune garçon peut partir pour l'UMD, l'unité pour malades difficiles. Son internement ne se fait pas à Pau, mais à l'HP de Cadillac, près de Bordeaux. Avant son départ, un rapide prélèvement est effectué. Le commissaire rédige son rapport au juge d'instruction, qui ordonne la perquisition de son domicile. Romain Dupuis loue une petite chambre qu'il ne parvient pas à maintenir en ordre. Tout est sale et dans les détails, la pièce fait froid dans le dos. Les murs sont tapissés de posters de femmes en sous-vêtements, accrochés par des vis cruciformes. Des dessins à la main autour de ces portraits représentent des couteaux ou des sabres au niveau de la gorge et du sang. Beaucoup de sang. Ces affiches suggèrent que le jeune schizophrène fantasme sur des femmes décapitées. Avant même que les résultats du test ADN ne tombent, les enquêteurs ont l'intime conviction d'avoir interpellé la bonne personne. Ils trouvent également une mallette de couteaux de cuisine vide, un katana, ce sabre japonais à la lame très tranchante et des magazines sur les samouraïs. Romain semble être fasciné par cet aspect de la culture nippone. Deux jours plus tard, le 31 janvier, des policiers se présentent à l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Ils sont venus chercher le jeune Dupuis. Le juge a ordonné une mise en garde à vue dans le but d'obtenir des aveux. Durant tout le trajet, le jeune garçon reste silencieux. Et quand on l'interroge au commissariat, il nie tout en bloc. Il s'énerve, intimement convaincu de son innocence. Le commissaire comprend bien qu'il ne pourra pas débloquer la situation en s'acharnant à lui demander si oui ou non il est coupable de ce double meurtre. Il essaye d'aborder l'interrogatoire sous un ton plus amical. Après tout, Romain est malade. Tout ce dont il a besoin, c'est un peu d'attention. Le commissaire s'intéresse à sa passion pour les samouraïs. Il essaye de comprendre ce qui l'attire dans cette culture. De fil en aiguille, Romain finit par se livrer. L'histoire est assez folle, elle est à l'image de son narrateur. Tout commence le 17 décembre 2004, selon son récit. Romain est bien décidé à se venger de quelques jeunes de la cité qui l'auraient persécuté quelques jours auparavant, alors qu'il s'y était rendu pour acheter du cannabis. Le jeune garçon est très dépendant de cette substance. Selon lui, la drogue lui permet de calmer ses angoisses. Pas tant que ça finalement, car ce soir-là, il a emporté un couteau de cuisine et quelques vis cruciformes pour se défendre des dealers et de leurs chiens. En se rendant à la cité, il n'a trouvé personne. Il s'est alors dirigé vers l'hôpital psychiatrique de Pau. Il dit simplement qu'il était attiré par le lieu.
Au fond de lui, il savait qu'il devait pénétrer à l'intérieur. Et c'est ce qu'il a fait. Son instinct l'a conduit jusqu'au pavillon du service gériatrique, il a cassé un carreau, se coupant au passage, et a répandu son sang jusqu'au pied d'une infirmière qui a croisé son chemin. Il s'agissait de Chantal Klimaszewski. Romain Dupuis est entré dans une rage folle et l'a poignardé à plusieurs reprises. Il s'est ensuite dirigé vers le bureau des infirmières, car il dit y avoir vu de la lumière. Là, il trouve Lucette Gariot, effarée de trouver ce jeune homme à cette heure si tardive, tenant un couteau ensanglanté. Dupuis a agi rapidement. Il s'est jeté sur elle et lui a tranché la gorge. Il dit ensuite être revenu dans le salon pour achever Chantal en lui coupant la tête. Selon lui, c'était la seule solution pour qu'elle ne ressuscite pas et ne vienne pas le hanter. Après quoi, il a éprouvé un énorme soulagement et est rentré chez lui, a pris une douche et s'est endormi, paisiblement. Quand on lui demande pourquoi il s'en est pris à deux innocentes, Romain exprime sa haine envers cet établissement. Selon son délire, le CHP de Pau serait rempli d'extraterrestres et de nazis. Une pensée de malade mental, de schizophrène, et c'est bien là tout le problème de cette affaire. Selon la loi française, il ne peut pas y avoir de procès si le coupable est reconnu comme irresponsable de ses actes. Pour pouvoir déterminer cela, le juge d'instruction fait venir 8 experts pour qu'ils puissent établir l'état de santé mentale de l'accusé. Chacun y va de sa propre analyse. L'un d'entre eux dit qu'il n'est pas fou. Il affirme que c'est sa consommation excessive de cannabis qui a provoqué chez lui une bouffée délirante. Mais 7 autres confrères le contredisent. La maladie de Romain a été diagnostiquée tardivement, alors que les premiers symptômes ont commencé à apparaître vers l'âge de 8 ans. Marie-Claire Dupuis, sa maman, s'est battue pendant des années pour que son fils puisse bénéficier d'une prise en charge sérieuse. Et ce, dès qu'elle a appris par son fils Romain qu'il voyait des créatures dans sa chambre. Toutes les nuits, il avait les mêmes visions, les mêmes hallucinations. Il parlait de monstres cachés dans son placard, à l'âge où l'on n'est plus censé avoir cette crainte. Ces visions s'accompagnaient de dessins horrifiques. Romain voit une fascination pour les têtes découpées. Malgré les nombreuses sollicitations de sa mère, Romain n'est vu par un professionnel qu'à l'âge de 17 ans. Avant cette nuit d'horreur, il est autorisé à effectuer quelques séjours, seulement 3 semaines, avant de repartir et de prendre un traitement qu'il ne suit même pas. Romain est incapable de se gérer seul. Il lui faut des professionnels pour le surveiller. Un travail que sa mère ne peut pas non plus assurer. Elle a essayé de le faire interner des dizaines de fois, sans succès. Le directeur de l'établissement lui a toujours refusé ses demandes de long séjour. Et ce n'était pas faute d'insister. À la fin, elle a dit au docteur qu'elle le tiendrait pour responsable si un drame venait à se produire. Des paroles qui sonnent comme une sombre prophétie. Après sa garde à vue et ses aveux, Romain Dupuis retourne dans la même unité pour malades difficiles, UMD, de Cadillac. Le juge n'a aucun pouvoir pour le placer en détention provisoire compte tenu de son état mental. Lorsque les familles des victimes apprennent qu'un procès d'assises pour meurtre pourrait ne jamais avoir lieu, ce n'est que colère et indignation. Des manifestations sont organisées devant le palais de justice. Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu président de la République, se joint aux familles des victimes. Mais la justice est indépendante. La parole d'un président ne changera rien. Le 28 août 2007, le juge d'instruction clôt le dossier en vertu de l'article 122 du Code pénal. Romain Dupuis n'est pas reconnu comme responsable de ses actes. Cela implique un non-lieu psychiatrique. En 2007, c'était encore possible. Le coupable pouvait donc échapper à son procès, voire même être remis en liberté, sans aucune obligation de suivi. Cette faille judiciaire finira par être révisée le 25 février 2008. Dans ce nouveau cadre, la justice peut décider d'appliquer des mesures de sûreté envers la société et de placer le détenu dans un établissement spécialisé. L'idée est de soigner le malade, tout en faisant en sorte qu'il ne représente pas un danger pour autrui. Une forme d'isolement thérapeutique. Avant que cette loi n'entre en vigueur, les familles des victimes font appel de la décision du juge. Une audience publique leur est accordée. Romain Dupuis est bien évidemment convié à cette audience où il devra s'expliquer sur son geste. Elle démarre le 7 novembre 2007 et doit durer 3 jours.
La Cour de justice de Pau n'avait pas prévu un tel engouement. Comme l'audience ne se déroule pas à huis clos, tout le monde peut venir écouter le schizophrène parler. La salle est pleine, alors on en ouvre une deuxième dans laquelle on place un téléviseur pour suivre les débats retransmis en direct. Les paroles de Romain Dupuis choquent tout le monde. Ce qui paraît naturel pour lui ne l'est pas pour les autres. Les enfants des deux victimes, beaucoup trop jeunes pour écouter toutes ces horreurs, ne sont pas là. À la fin du récit, les proches de l'infirmière et de l'aide-soignante sont persuadés de sa responsabilité. Selon eux, il était parfaitement cohérent dans son récit et se permettait même de regarder le public. Il n'avait pas ce regard vide qu'est censé avoir un malade mental. Mais ce ne sont là que les impressions de personnes profondément marquées par de vives émotions. Seule compte la parole des experts psychiatres du point de vue judiciaire. Le 10 novembre 2007, le non-lieu psychiatrique est confirmé. Cependant, Romain Dupuis n'est pas relâché. Il purge une forme de peine à l'UMD de Cadillac, la même unité dans laquelle il était placé avant sa garde à vue. Aujourd'hui, il pourrait bien retrouver sa liberté. Après avoir passé 17 ans dans cette unité, Romain Dupuis demande à son avocate de plaider sa cause auprès de la juge des libertés et de la détention. Le 9 juin 2022, dans une ordonnance, la juge demandait la levée du placement en UMD tout en requérant une hospitalisation complète. En d'autres termes, une amélioration de ses conditions de prise en charge. Le parquet s'était opposé à cette décision et avait fait appel. En avril 2023, cet appel est remis en cause. Le tribunal des conflits devra prendre une décision sur le devenir de Romain Dupuis. Comme nous l'évoquions plus tôt, l'affaire Romain Dupuis est loin d'être un cas isolé. Ce double meurtre de la fin de l'année 2004 renvoie également à un autre crime barbare survenu dans un contexte psychiatrique la même année. Le 9 mars, un patient de 43 ans nommé Joël Gaillard assassine un vieil homme de 80 ans à coups de hachette à l'occasion d'une fugue. Quelques jours auparavant, il se trouvait dans le cabinet du docteur Daniel Canarelli. Cette dernière comptait prendre des mesures de remise en liberté au vu de l'amélioration de son état de santé mentale. Une prise de décision qui aurait pu être encore plus lourde de conséquences. Comment gérer la prise en charge des malades mentaux et leur vie en société, à l'heure où le budget des services de santé ne suit pas? Il n'est pas impossible que de nouveaux drames surviennent au cours des prochaines années. Et ce, avec ou sans la remise en liberté de Romain Dupuis. Un fou, mais un malade avant tout, parmi d'autres.